On a souvent le réflexe de regarder la moyenne pour résumer un ensemble de chiffres. Mais parfois, la moyenne seule ne dit pas tout, elle peut même être carrément trompeuse. Pour vraiment piger ce que les données nous racontent, il faut aller voir plus loin, il faut explorer leurs variations, c'est-à-dire comment elles se répartissent. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Imaginez, on reçoit 2 offres d'emploi. Les 2 boîtes proposent exactement le même salaire moyen à l'embauche. À première vue, on pourrait se dire que c'est du pareil au même. Mais est-ce vraiment le cas? Laquelle choisir au final? Et voilà les chiffres. Regardez bien. La moyenne est la même, 41 500 $ pour les deux. Mais c'est là que ça devient fascinant. Dans l'entreprise A, les salaires sont tous très proches les uns des autres. C'est prévisible, stable. Par contre, chez l'entreprise B, oula, ça part dans tous les sens. Il y a un fossé énorme entre le plus bas et le plus haut salaire. La moyenne à elle seule masque complètement cette réalité. Alors comment on fait pour mesurer, pour chiffrer cette différence? On va commencer par l'outil le plus basique, le plus direct pour avoir une idée de cette dispersion, ce qu'on appelle l'étendue. La définition est ultra simple. On prend la plus grande valeur, on lui soustrait la plus petite, et c'est tout. C'est un moyen super rapide d'avoir un premier aperçu de l'étalement des données. Si on applique ça à notre entreprise A, le salaire le plus élevé de 47 000 $, le plus bas de 37 000. On fait la soustraction et hop, l'étendue est de 10 000 $. Ça nous donne un premier chiffre concret sur la dispersion. Mais, car il y a un mais, et il est de taille. Le gros défaut de l'étendue, c'est qu'elle ne regarde que les 2 extrêmes. Elle ignore complètement tout ce qui se passe au milieu. Elle est donc très sensible aux valeurs un peu folles et ne nous dit rien sur la répartition générale des données. On a besoin de quelque chose de plus subtil. Et c'est là qu'on passe à la vitesse supérieure avec un concept bien plus puissant, l'écart type. C'est vraiment la mesure de référence pour comprendre à quel point, en moyenne, les données s'éloignent du centre. Pour bien comprendre l'écart type, il faut d'abord maîtriser une brique de base, l'écart. C'est tout simple. Pour chaque donnée, on calcule juste sa distance par rapport à la moyenne. Si la valeur est au-dessus de la moyenne, l'écart est positif. Si elle est en dessous, il est négatif. Alors attention, petite astuce. Si on additionne tous ces écarts, les plus et les moins, s'annulent et on obtient toujours 0. Pas très utile. Pour contourner ce problème, on met chaque écart au carré. Comme on le voit ici pour l'entreprise A, ça transforme tout en nombre positif. Et la somme de tous ces carrés, ici 88,5, va être la fondation de notre calcul. Je sais, la formule peut sembler un peu barbare, mais si on la décompose étape par étape, elle est en fait très logique. En gros, on calcule la moyenne de ces distances au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle la variance. Et ensuite, on prend la racine carrée pour revenir à l'unité de mesure d'origine. Et ça, c'est notre fameux écart type. Et voilà le résultat pour l'entreprise A. L'écart type est d'environ 3 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un salaire de départ typique dans cette boîte se situe à plus ou moins 3 000 $ de la moyenne. C'est une info bien plus riche que notre étendue de tout à l'heure. Et si on faisait le même calcul pour l'entreprise B, on trouverait un écart type bien plus grand, ce qui nous confirmerait sa très grande dispersion et donc son côté imprévisible. Pour bien se représenter la chose, imaginons un instant que toutes les données soient identiques. Dans ce cas, il n'y a aucune dispersion, aucune variation. L'écart type est donc tout simplement de 0, logique. Maintenant, si les données commencent à s'écarter un petit peu, mais qu'elles restent bien regroupées autour de la moyenne, l'écart type va être un petit nombre. Ici par exemple, environ 1,2. Et à l'inverse, si les données sont très éparpillées, loin de la moyenne, eh bien, l'écart type grimpe en flèche. Il passe à 3. Le principe est simple. Plus c'est dispersé, plus l'écart type est grand. Ok, avant de continuer, il faut absolument qu'on parle d'une nuance super importante en statistique, la différence entre analyser une population entière et analyser juste un petit bout de cette population, un échantillon. Et ça change un petit quelque chose dans notre calcul. Quand on travaille sur un échantillon, on a tendance à sous-estimer un peu la dispersion réelle de la population. Alors pour corriger ce biais, les statisticiens ont une astuce. Au lieu de diviser par le nombre total de données, n, on divise par n-1. C'est ce qu'on appelle la correction de Bessel, et ce petit ajustement rend notre estimation bien plus juste. Et pour que tout le monde s'y retrouve, on n'utilise pas les mêmes symboles. Les lettres grecques, comme sigma et mu, c'est pour les paramètres de la population entière. Les lettres latines, comme S ou X bar, c'est pour les statistiques de notre échantillon. Comme ça, on sait toujours de quoi on parle. D'accord, c'est bien beau tout ça, on a calculé notre écart type. Et alors, concrètement, ça sert à quoi? C'est là que ça devient vraiment intéressant, avec une règle incroyablement utile, la règle empirique. Mais attention, petit avertissement, cette règle ne fonctionne pas pour n'importe quoi. Elle est valable pour des données qui ont une distribution bien symétrique, la fameuse courbe en cloche, qu'on retrouve absolument partout dans la nature. Et la voici, cette règle. Elle est super simple à retenir, 78, 95, 99,7. Pour une distribution en cloche, on sait qu'environ 68% des données, soit les 2 tiers, sont à moins d'un écart type de la moyenne.
quasiment toutes, 95%, sont à moins de 2 écarts types. Et la quasi-totalité, 99,7%, se trouve à moins de 3. Prenons un cas concret pour illustrer ça. La taille des femmes aux États-Unis. La distribution de leur taille suit une belle courbe en cloche avec une moyenne de 64,2 pouces et un écart type de 2,9 pouces. Maintenant, on va utiliser notre règle pour répondre à une question bien précise. On cherche à savoir quel pourcentage de femmes ont une taille comprise entre 58,4 et 64,2 pouces. Alors, comment on trouve ça? 64,2 pouces, c'est la moyenne. Et 58,4, si on fait le calcul, c'est exactement la moyenne moins 2 écarts types. La règle nous dit qu'environ 95% des femmes se situent dans la fourchette de plus ou moins 2 écarts types. Comme la courbe est symétrique, la moitié de ces 95%, soit environ 47,5%, se trouve pile dans la zone qui nous intéresse. C'est quand même super puissant pour faire des prédictions. Et pour conclure, une question qui est au cœur de toute analyse de données. La règle nous dit que seulement 0,3% des observations se trouvent au-delà de 3 écarts types de la moyenne. C'est extrêmement rare. Alors, quand on tombe sur une valeur pareille, doit-on la considérer comme une erreur, une anomalie à supprimer, ou simplement comme la preuve que même les événements les plus improbables finissent par arriver? C'est tout l'enjeu, et ça nous ramène à notre choix initial. Le salaire potentiellement très élevé de l'entreprise B vaut-il le risque lié à sa très grande variation?